Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, l'OTAN, stop ou encore? Tout ce que disait Macron était de cet acabit, là ouais, je pourrais devenir en effet macronien. C'est pas encore le cas, mais en tout cas sur le sujet de l'OTAN, il est particulièrement perspicace. Parce que du coup, c'est enfin un chef d'État qui dénonce cette supercherie qui n'apporte rien ni à l'Europe ni à la France. Et en seconde partie, 5 décembre, la France et Macron à l'arrêt. Pas mal de syndicats qui ont appelé à voter Macron vont se retrouver à faire la grève contre Macron, quoi. Donc du coup, moi, je trouve ça quand même assez paradoxal, assez symptomatique du système politique dans lequel on vit aujourd'hui. La France sera certainement à l'arrêt le 5 décembre, ça c'est clair. On voit bien qu'il y a une grogne sociale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les points précis de la retraite, mais c'est un prétexte. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un défenseur de la cause serbe. Une cause qu'il promeut avec un certain panache en 1999 en étant bouclier humain contre les bombes de l'OTAN sur les ponts de Belgrade. Ce Français d'origine serbe cofonde en 2006 l'association Solidarité Kosovo. À propos de ce véritable berceau de la Serbie qu'est le Kosovo, il déclarait cette semaine à nos confrères de Boulevard Voltaire: 150 églises ont été détruites, pendant que 800 mosquées ont été construites. Plus de 1000 Serbes ont été assassinés et un racisme anti-serbe s'est institutionnalisé. En 2004, des extrémistes albanais ont lancé un véritable pogrom contre les Serbes. Le politiquement correct, bien sûr, a au détriment des Serbes monté de toutes pièces une histoire officielle qu'il est interdit de contredire sous peine de complotisme. Le martyr du Kosovo, qu'il a écrit en 2013, met à jour une réalité historique soigneusement cachée. Il revient aujourd'hui avec Bienvenue au Kosovo, une bande dessinée dont il a écrit le scénario. Je vous demande d'accueillir Nikola Mirković. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce Bistro Liberté, asseyez-vous. Je crois que vous êtes le 120e à s'asseoir à cette table-là. La dernière fois, c'était l'humoriste, essayiste, écrivain Papacito qui a d'ailleurs permis à Bistro Liberté d'enregistrer un très beau résultat, puisque toute plateforme vidéo confondue, plus de 200 000 téléspectateurs ont regardé ce Bistro Liberté avec Papacito. Merci d'être là avec nos sociétaires, Laurent Arthur Duplessis, qui est essayiste, écrivain lui aussi, et qui est patron d'émission à Radio Courtoisie. Vous avez un libre journal, celui de la crise. Oui. Stéphanie Bignon, Stéphanie, tu es chez toi, vous êtes chez vous, militante associative, responsable de Terre et Famille, ainsi que Philippe Randa, qui est aussi chez lui, responsable du site Martial. Euroliberté, Nicolas Gauthier pour Boulevard Voltaire, le plus ancien de la bande des sociétaires, et puis bonsoir. Au milieu de vous deux, Francis Bergeron pour le quotidien Présent, qui a connu un mauvais sort. En deux mots, si vous voulez, l'État finançait un peu de quelques oboles le quotidien Présent. Pour nous, c'était pas des oboles, mais au niveau des dépenses ou des aides de l'État aux quotidiens nationaux, c'était évidemment une obole. La somme dont bénéficiait Présent, 140 000 € en l'occurrence, à peu près. Mais du jour au lendemain, nous avons appris qu'elle était supprimée parce que Présent n'était pas vendu assez cher. Par rapport à un prix moyen pondéré que je ne connais toujours pas, et on parle de la subvention 2019. C'est-à-dire qu'en novembre, je ne connais toujours pas le prix que nous aurions dû vendre Présent. Ce que j'ai compris, c'est que si nous nous alignons sur l'humanité, nous n'aurons plus jamais de problème. L'humanité étant à 2,20 €, nous allons passer le prix de Présent à 2,20 €, puisque l'humanité ne sera jamais privée de subventions. Le président de l'Assemblée nationale l'a promis aux dirigeants de l'humanité.
des subventions qui sont de l'ordre de plusieurs millions. Plusieurs millions chaque année pour l'humanité, oui. Voilà, pour un journal qui n'a plus de lecteurs. Voilà. On va revenir à vous, Nicolas Mirković. Merci d'avoir patienté 2 secondes avec cette mauvaise nouvelle concernant le quotidien présent. Vous êtes, et le disait Arnaud dans cette présentation de ce Bistro Liberté, l'auteur du Martyr du Kosovo, et vous publiez alors vraiment une très très belle bande dessinée. Moi qui adore les bandes dessinées, j'ai été véritablement emballé par celle-ci, intitulée Bienvenue au Kosovo. En dehors du scénario, de l'histoire, il y a vraiment un coloriste, dit-on ? Un coloriste, oui, exactement. Un coloriste, et puis bien évidemment un dessinateur qui sont parfaitement remarquables. Ça donne un album superbe, bien évidemment, superbe aussi pour les fêtes. Alors, il y a il y a un héros qui s'appelle Dimitri. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce récit ? Est-ce que finalement, le Dimitri qui est là, le jeune Dimitri, c'est vous ? Alors, ce n'est pas une autobiographie, ça c'est certain, mais il y a forcément un peu de moi dans Dimitri, parce que la plupart de ces événements-là, je les ai vécus. En 1999, j'étais moi-même en Serbie, j'ai vu la dégradation de la situation pendant tout au long des années 90, et jusqu'à 2004, et ce fameux pogrom. Donc du coup, oui, il y a peut-être un peu de moi. En tout cas, les histoires qui sont racontées à travers la bouche de Dimitri sont aussi parfois des histoires réelles vécues sur place en Yougoslavie et en Serbie. Nicolas Mirković, moi j'ai souhaité vous inviter à Bistro Liberté, tout simplement parce que je pensais qu'on ne pouvait pas terminer cette année 2019 sans se rappeler qu'il y a 20 ans de cela, la France bombardait la Serbie. La France qui était l'ami de la Serbie qui pensait que la France était son ami privilégié. Et cette France-là a bombardé Belgrade notamment et la Serbie pendant plus de 78 jours. Et je pensais que c'était impossible de terminer l'année 2019 sans que nous évoquions ce fait incroyable qui était de la responsabilité du président français de l'époque, Jacques Chirac. Merci à vous, parce que ça montre justement, et beaucoup de Serbes le savent, qu'il y a une différence entre les Français, le peuple français, et malheureusement les gouvernants qui prennent ces décisions-là terribles. Alors, dans vos ouvrages, à chaque fois, il y a quand même la volonté de dépasser la vision manichéenne que les médias mainstream ont colportée depuis au moins 20 ans. D'un côté, il y a les méchants Serbes, oui, toujours très méchants. Et puis d'un côté, il y a les Kosovars, il y a les habitants du Kosovo. Alors ils sont toujours très gentils. Bien sûr. Ils sont tous très très gentils. Et vous êtes tous très très méchants. Oui. C'est tellement plus facile de vendre une guerre, notamment surtout quand la population ne sait même pas où se trouve le Kosovo, quelle est l'histoire de la Serbie, quelles sont les relations intimes entre la France et la Serbie. On parlait du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que Français et Serbes ont perdu le sang, des cousins, des frères et sœurs ensemble sur le front. Et là, tout d'un coup, si vous faites fi de ce passé-là, quoi de plus facile pour vendre cette guerre que de dire qu'il y a forcément les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Ça n'existe pas. Aucune guerre n'est réellement comme ça, et ça montre une volonté de manipuler détestable, terrible, qui a fait en effet beaucoup de mal aux Serbes qui n'ont pas compris comment est-ce qu'un peuple frère pouvait se retourner contre lui. Tout ça faisant partie, on comprend bien, de l'ex-Yougoslavie. Exactement. Mais avec pendant la Croatie. toutes ces guerres, dès le début des années 90, beaucoup de personnes en Serbie ou même dans l'ex-Yougoslavie n'ont pas compris cette position, qui était un peu vue comme une trahison. Vous avez des mots très durs, par ailleurs, dans Boulevard Voltaire d'ailleurs, contre Bruxelles et Washington et leurs attitudes dans les Balkans d'ailleurs en général. Vous dites qu'ils ont apporté, je vous cite, des voitures allemandes, des soldats américains, des millefeuilles administratifs et des Gay Pride. Cela ne fait pas rêver la jeunesse des Balkans. Non, parce qu'en plus, il y a tout un paradoxe, c'est qu'officiellement, ces guerres qui ont été menées, ou qui ont été même parfois, on sait aujourd'hui, organisées par Bruxelles, par Washington, avaient comme objectif de faire vivre ensemble les peuples. On leur avait dit, mais il faut que vous quittiez la Yougoslavie doit exploser parce que maintenant, vous allez rentrer un jour dans l'Union européenne, vous serez riche, vous aurez plusieurs téléviseurs, vous aurez des voitures, ce sera l'émancipation, vous rentrerez enfin dans la démocratie. La vieille Serbie qui existait, qui est une des plus vieilles nations européennes, les Américains allaient lui apprendre ce que c'était que la démocratie. Et regardons le résultat 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, où est cette démocratie dans les Balkans ? Il y a beaucoup de corruption, les peuples vivent selon des lignes ethniques, justement, ce qui n'était pas le cas avant, et on exporte, donc quand je dis on, là pour le coup c'est l'Ouest, exporte tout ce qu'il y a de pervers, tout ce qu'il y a de pire dans la société de consommation,
Et le fond même, la réalisation d'une société réellement démocrate, la fameuse émancipation dont il parlait pour se libérer du joug du totalitarisme, n'existe absolument pas. Donc du coup, voici, et ça, on le dit, qu'on juge un arbre à son fruit, regardons les fruits de ces guerres occidentales dans l'ex-Yougoslavie. C'est terrible, il y a 40% de chômage, 40% de chômage en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Le Kosovo est un État fantoche qui exporte de la drogue et des Kosovars. Donc du coup, c'est tout. Et malgré une aide apportée par les pays occidentaux, supérieure par tête d'habitant que ce que l'Europe de l'Ouest a reçu avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez la France 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et regardez ce qu'est la situation du Kosovo ou d'autres pays des Balkans aujourd'hui. C'est terrible. Donc du coup, c'était une hypocrisie, c'était un mensonge et il est de notre devoir de le dénoncer parce que du coup, là, elle n'est pas encore tout à fait terminée, cette guerre. Elle n'est pas terminée. D'ailleurs, quand on est à Belgrade, la guerre, elle est à tous les coins de rue. On en voit encore les stigmates. Oui. Les Serbes, le peuple serbe reste un peuple fier. Et donc, du coup, même si c'est difficile aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pression pour rentrer dans l'Union européenne, pour devenir un pays moderne, pour s'aligner sur Bruxelles, les Serbes ont du mal à lâcher. Et donc, ont laissé plusieurs monuments, notamment le ministère de la Défense, complètement éventré dans le centre de Belgrade pour montrer que les Serbes n'oublient pas. Comme ils ont laissé dans la ville de Niš la fameuse tour de Čelikula, qui est une tour que les Ottomans avaient érigée à l'époque, dans laquelle ils avaient incrusté des crânes de Serbes pour mater les rébellions serbes, pour montrer à la population serbe qui résistait ce qui allait leur arriver. Et bien, de même que les Serbes ont gardé cette tour, parce que Alphonse de Lamartine avait justement dit aux Serbes, gardez ce monument et montrera à vos enfants le prix que vos parents ont payé pour la liberté. De la même manière, aujourd'hui, on a encore les traces des bombardements de l'OTAN pour que les enfants serbes n'oublient pas ce que l'OTAN nous a fait, on va dire. À 2 heures en avion de Paris. Oui. C'est ce qu'ont vécu la Serbie, d'autres pays de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que cela constitue à vos yeux des alertes pour la France ? Moi, je pense par exemple au fait que le Kosovo, qui est à 90% musulman, a fourni, on le sait aujourd'hui, le plus fort contingent de combattants de Daesh en Irak et en Syrie. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans cette zone de l'Europe est un avertissement pour la France ? Oui, je pense qu'il ne faut certainement pas négliger la réalité de ce qui est devenu, on va dire, l'ex-Yougoslavie depuis les bombardements de l'OTAN. Qu'est-ce qui a été, quelle partie de l'islam a été aidée, particulièrement dans les Balkans ? C'est cet islam que nous voyons se développer également en France, qui est un islam d'origine wahhabite. On sait que ce sont les Saoudiens qui construisent les mosquées au Kosovo, alors qu'avant, à la fin du Ramadan, les musulmans de l'ex-Yougoslavie avaient comme tradition de boire de la rakia, ils pouvaient manger du sanglier. C'était un islam d'origine hanafite, turc, forcément plus light, et tout ça est en train de disparaître. Donc du coup, maintenant, vous avez une espèce de mode saoudienne qui est en train de venir dans l'ensemble des Balkans, notamment au Kosovo, qui sont en train de dire vous ne pouvez absolument pas boire d'alcool, vous avez une tenue particulière à avoir, vous devez lire ce type de livre. Et donc, du coup, si une partie de la communauté musulmane du Kosovo et des Balkans est en train de se radicaliser. Et même des musulmans albanais sont eux-mêmes les premiers à se dire mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est pas notre religion. Donc, du coup, et c'est cette vague wahhabite qui est en train de dominer dans les Balkans, à tel point que Emmanuel Macron, il y a encore quelques jours, a dit attention, ce développement de l'islam radical en Bosnie-Herzégovine, c'est une bombe à retardement. Donc du coup, c'est pas un Serbe, c'est pas qui dit ça, c'est pas moi, c'est Emmanuel Macron, président des Français, qui 20 ans plus tard reconnaît ce que les Serbes eux-mêmes dénonçaient il y a déjà 20 ans. Donc du coup, oui, en effet, si on ne comprend pas ce qui est arrivé dans l'ex-Yougoslavie, la France va avoir de sales surprises. Quand vous entendez des hommes politiques, d'ailleurs, de tous bords maintenant, dire il y a des enclaves kosovars, il y a des Kosovos en France, est-ce que vous trouvez que c'est outré ou que c'est la réalité ? Parfois, il y a certaines parties de certaines villes qui sont en train de se radicaliser. Et on voit très bien. Donc, du coup, moi, mes parents, mon père, quand il est arrivé en Europe de l'Ouest, il s'est adapté. Il n'a pas importé. Il a gardé sa culture. Et c'est normal. On a des racines, on a de la tradition qui est la nôtre. Et du coup, il ne veut surtout pas perdre ça. Mais il est devenu français. Enfin, nous sommes devenus français. Et donc, du coup, on n'a pas. Je pense que quand on va dans certains coins de France où on a cette volonté d'imposer non seulement une vision vraiment étrangère, qui soit religieuse ou politique, on se demande comment est-ce que tout ça va pouvoir bien vivre ensemble. Parce que je pense qu'il n'y a pas un problème d'avoir, en ex-Yougoslavie, il n'y avait pas de problème pendant longtemps d'avoir des voisins musulmans. C'était possible, mais pas à partir du moment où ce voisin va commencer à se radicaliser
et à vous montrer du doigt et à dire que votre religion n'est pas la bonne, vos traditions alimentaires ne sont pas les bonnes, et on vous rentre dans un combat politique dans le même village. Donc du coup, cette séparation est néfaste. Et les guerres civiles qui ont explosé dans les Balkans sont malheureusement des prémices de guerres civiles qui se sont produites ailleurs au Moyen-Orient et qui pourraient se produire un jour en Europe de l'Ouest. Alors on voit que dans cet ouvrage, dans cette bande dessinée somptueuse, je l'ai dit, éditée aux éditions du Rocher, je crois qu'il se lance maintenant dans les bandes dessinées au fur et à mesure, on voit que ce jeune héros, Dimitri, est plongé dans l'enfer balkanique d'après-guerre, celle que nous évoquons, et il rentre au Kosovo. Votre ONG, elle s'appelle Solidarité Kosovo, elle maintient une présence humanitaire vitale pour les populations des enclaves au Kosovo, c'est-à-dire des enclaves non kosovares. Quelles sont-elles, ces enclaves? Qui y habitent? Comment y vit-on en ce moment? Il y a à peu près 150 000 Serbes qui habitent au Kosovo et en Metohiji aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle communément Kosovo, c'est le Kosovo et la Metohiji chez les Serbes, et qui sont pour un tiers plus au nord du fleuve Ibar. Donc du coup, ils touchent, on va dire, ce qu'on appelle la Serbie centrale. C'est un groupe assez homogène, d'un un peu moins de 50 000 habitants. Après, vous avez 100 000 Serbes qui habitent dans ce qu'on appelle des enclaves. Donc ça peut être des petits villages de 100 personnes, 200 personnes ou quelques milliers de personnes, où les Serbes vivent en général en vase clos. Donc du coup, pour les tout petits villages, ils sont obligés de prendre un car pour aller dans l'école du village de côté, s'ils veulent maintenir l'enseignement tel qu'on l'enseigne dans le reste de la Serbie. Et la vie est difficile. Tout de suite après l'arrivée de l'OTAN, il y a eu plus de 1000 Serbes qui ont été assassinés. Il y a plus de 200 000 Serbes qui ont dû fuir le Kosovo et la Metohiji depuis l'arrivée de l'OTAN, je le rappelle, ça c'est extrêmement important. On va parler de l'OTAN dans quelques instants. Et aujourd'hui, la situation pour eux est très très difficile parce que du coup, il y a une pression terrible pour qu'ils quittent leur maison, pour qu'ils les vendent. Il y a encore régulièrement des vols de bétail. C'est un peuple qui est extrêmement rural, c'est un peuple d'agriculteurs. Et cette pression mine la communauté serbe, mais ils résistent. Les Serbes du Kosovo, donc nous, quand on a monté cette association après le pogrom de 2004, on s'est dit on va essayer d'encourager ces Serbes, d'abord de montrer que tous les Français n'ont pas participé à la guerre, qu'il y a encore une amitié franco-serbe qui existe, et ces Serbes-là, aujourd'hui, donc du coup, on essaie de créer clé en main des exploitations agricoles que eux vont récupérer, qui vont les permettre de vivre. C'est-à-dire que du coup, l'idée, c'est pas de leur donner de quoi manger, c'est de leur apprendre à continuer à vivre sur leur terre. Mais j'ai vu une fromagerie, par exemple. Une fromagerie, une porcherie, on a une chèvrerie. Donc, du coup, dans le monde agricole, des serres. Et on rénove les écoles. Parce que c'est important, il faut que les enfants serbes du Kosovo continuent d'apprendre le serbe, leur histoire, leur langue, leur culture, comme ils l'ont fait depuis le Moyen-Âge. Et il est important qu'ils voient leurs parents travailler. Et qu'ils conservent leurs églises. Qui conservent leurs églises. 150 églises ont été détruites depuis les bombardements de l'OTAN, sous l'œil impassible de Paris, de Bruxelles et de Washington. Les églises que même les Ottomans n'avaient pas détruites ont été détruites depuis l'arrivée de l'OTAN. Ne vous inquiétez pas, nous on les laisse piller en France. Bon, allez, on va passer à autre chose. On va passer tout de suite au débat, si vous voulez bien. À tout de suite. L'OTAN, stop ou encore? En 1999, en plein cœur de l'Europe, l'OTAN bombarde la Serbie pendant 78 jours. 20 ans plus tard, un chef d'État européen évoque la mort cérébrale de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. S'appuyant sur le désengagement américain vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN, Emmanuel Macron remet en cause la finalité stratégique de cette organisation. Et pour vous, l'OTAN, stop ou encore? Alors, Nicolas Mirkovic, quand vous êtes venu sur TV Liberté il y a quelque temps de cela, vous nous avez dit il faut faire disparaître l'OTAN. C'était véritablement cela. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un chef d'État, quand même, et pas des moindres, c'est Emmanuel Macron, évoque la fragilité extraordinaire de l'Europe, dit-il, qui disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance du monde. Et il ajoute ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Et donc, vous partagez son point de vue, vous êtes macronien, macroniste, macro-compatible, je ne sais pas ce que vous voulez. Dans cette interview, Macron dit beaucoup de choses assez intéressantes. Dans The Economist, il dit beaucoup de choses intéressantes, et du coup aussi,
tout ce que disait Macron était de cet acabit, là, ouais, je pourrais devenir en effet macronien. C'est pas encore le cas, mais en tout cas, sur le sujet de l'OTAN, il est particulièrement perspicace. Parce que du coup, c'est enfin un chef d'État qui dénonce cette supercherie qui n'apporte rien ni à l'Europe ni à la France. À quoi sert l'OTAN ? C'est la véritable question. Quel est l'intérêt de la France d'être dans l'OTAN ? L'OTAN déclare des guerres illégales. Est-ce que la France veut être complice de ça ? Est-ce que l'Europe, 500 millions d'Européens, ont besoin de l'aide de 325 millions d'Américains ? Pourquoi est-ce que le commandant de l'OTAN, c'est toujours un Américain ? 20% du budget de l'OTAN est supporté par les États-Unis. 70% des pays membres de l'OTAN, 70% du budget militaire des pays membres de l'OTAN est américain. L'OTAN, c'est un gang de pays protectorats des États-Unis d'Amérique et qui n'ont fait qu'entraîner la France dans des guerres inutiles. La France, du coup, a perdu en diplomatie, puisque l'OTAN, c'est un outil militaire, elle a perdu en diplomatie. Donc, du coup, en Syrie, dans le Moyen-Orient, dans les Balkans, là où la France avait un rôle important, spécial, historique à jouer, on a perdu ce rôle-là au profit des Américains qui n'ont fait que des bêtises. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude de l'Institut de Watson qui est sortie de l'Université de Brown aux États-Unis qui vient de démontrer, qui vient de calculer que depuis le début de l'opération antiterroriste américaine suite aux attaques du 11 septembre, cela a coûté 6 trillions donc de dollars, ça fait 6 milliards de dollars. Les guerres américaines dans lesquelles la France a été entraînée, dans lesquelles l'OTAN a été entraînée, 6 milliards de dollars et 800 000 morts. Et là, je demande juste de réfléchir 5 secondes. 800 000 morts depuis le 11 septembre 2001. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Personne ne parle de ça. C'est terrifiant. La guerre en Bosnie-Herzégovine, dont on nous parle très régulièrement, qui est une guerre terrible, c'est 100 000 morts. 800 000 morts, soi-disant, pour chasser le terrorisme. Et on voit avec quelle efficacité, puisque le terrorisme, aujourd'hui, bien évidemment, n'existe plus grâce à ce budget-là. La France n'a pas intérêt à suivre l'OTAN. Elle doit quitter l'OTAN. Le général de Gaulle avait déjà sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Il est temps de le refaire et c'est la fin. S'il faut sonner la fin de l'OTAN, et si je peux me permettre de citer Alphonse de Lamartine, je pense qu'il est temps que l'OTAN suspende son vol. Oh, bien joué. Alors, vous savez ce qu'on va vous dire, et puis après je vais laisser la parole à nos sociétaires qui ont bien évidemment un point de vue là-dessus. On va vous dire que Emmanuel Macron, c'est un grand diseux, petit faiseux, et qu'il a tout de suite dit que la structure fonctionne quand même de l'OTAN pour commander les opérations, mais plus sur un plan stratégique et politique. Donc il est déjà un peu revenu en arrière, dans le même entretien d'ailleurs. Oui, l'effet d'annonce est quand même assez intéressant, parce que du coup ça a rendu complètement dingue Angela Merkel, et le simple fait de le dire ouvre une brèche. Donc du coup je pense que c'est important. N'oublions pas que le président Donald Trump, pendant sa campagne électorale, a quand même dit que l'OTAN était obsolète, qu'il était temps de ramener les boys aux États-Unis. Donc du coup, je pense que plus on va avoir des voix dissonantes au sein de cette élite européenne qui vont commencer à dire à quoi sert l'OTAN, je pense que c'est intéressant. Le fait qu'Emmanuel Macron le dise, je pense que c'est très très important, parce qu'on va pouvoir dire justement que ce que nous disons ne sont pas des sottises et qu'il y a un fond derrière ça. La France va y gagner en indépendance, elle va retrouver la souveraineté, et même l'Europe n'a pas besoin des États-Unis pour se défendre. Donc du coup, il faut croire que les Américains vont venir nous aider le jour où on en aura besoin parce qu'on est dans l'OTAN est un rêve. Les Américains servent leurs propres intérêts. Et, ils nous ont aidés dans l'histoire. Ils nous ont aidés dans l'histoire, et on peut très bien avoir un partenariat militaire avec les Américains. Mais on ne va pas être sous commandement américain. Est-ce que vous savez que quand le général... C'est Michel Sardou qui parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Les Américains n'étaient pas là, etc. Évidemment, le Charles de Gaulle, quand il est au Moyen-Orient, est sous pavillon américain. C'est quand même le comble. Le Charles de Gaulle sous commandement américain. On n'a pas besoin ni des Américains, ni de qui que ce soit. Les Français peuvent se défendre eux-mêmes. La France est une grande nation militaire. On n'a pas besoin des Américains pour dire ce qu'ils ont à faire. On est tout à y perdre. Stéphanie Bignon, allez, c'est à vous de commencer. Vous partagez ce point de vue. Est-ce que vous partagez le point de vue d'Emmanuel Macron? Eh oui, c'est pas facile. Alors, justement, je suis un petit peu dubitative quant aux positions de M. Macron, parce que je n'ai pas du tout confiance dans sa façon d'exposer les faits, et ce qu'il est, en fait, ne me pousse pas à avoir confiance en lui.
Et je dirais que si pour lui quitter l'OTAN était le marqueur d'un revirement politique qui nous amènerait à retrouver notre souveraineté, alors je dirais c'est formidable. Seulement j'ai un léger doute. Et je me dis que si alors quitter l'OTAN n'est pas le marqueur d'une volonté politique, d'un retour à une certaine souveraineté, de quoi est la volonté de quitter l'OTAN ? Et donc, je me pose la question sur à quoi a servi l'OTAN, la question que vous avez posée. Et à quoi a servi l'OTAN quand on regarde, par exemple, la guerre en Serbie ? Nous avions une grande relation, une grande amitié avec les Serbes qui remonte à très longtemps. Contre l'Empire ottoman, nous nous sommes battus avec eux. Contre les nazis. Et les Serbes étaient impliqués avec nous dans toutes ces guerres, la première et la deuxième. Quant au Kosovo, il a rejoint les nazis pour faire la 21e compagnie de SS avec ce drapeau qui était déjà l'aigle sur fond rouge. Et comme par hasard, aux accords de Rambouillet, Madeleine Albright va armer et soutenir l'Utcheka qui va reprendre exactement ces mêmes armoiries sur leur drapeau. Donc à quoi a servi l'OTAN ? On se pose la question. Quand on lit le colonel Lagarde, quand on lit Michel Roux, l'universitaire, on s'aperçoit finalement que leurs analyses très étayées montrent que l'OTAN a servi à construire des bases américaines un petit peu partout en Europe et pour isoler l'Est et l'Ouest de l'Europe et l'Ouest de l'Europe avec la Russie. Et on a aussi compris que la création de micro-États musulmans a été favorisée par l'OTAN. Alors on se demande si finalement on peut se poser la question de l'utilité de l'OTAN maintenant, parce que l'OTAN a rempli sa mission. On a bien mis le désordre partout et donc on va pouvoir passer à la phase 2 du plan. J'ai un petit peu cette impression dans les propos de notre président. Laurent Arthur Duplessis, avant de vous donner la parole, Emmanuel Macron ne souhaite pas, semble-t-il, a pas intérêt à quitter l'OTAN. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il prend acte que l'OTAN est en mort cérébrale. Il dit que l'Europe a oublié qu'elle était une communauté. Il prend acte du désalignement de la politique américaine en Europe et l'émergence de la puissance chinoise qui marginalise l'Europe. Donc, en fait, il ne fait que prendre acte d'une situation. Voilà, c'est-à-dire que, comme vous disiez, c'est un grand diseux et un petit faiseux. Parce que le général de Gaulle, lui, il avait sorti la France de l'OTAN. Et si Macron veut véritablement mettre ses actes en accord avec ses paroles, eh bien, il devrait poser une décision majeure, c'est à nouveau de faire sortir la France de l'OTAN. Et si la France sortait de l'OTAN, il est clair que ça aurait un effet d'entraînement en Europe. Et je crois, et notre invité va pouvoir peut-être me le confirmer, je crois que la fonction première de l'OTAN, c'est de faire acheter par les pays européens des armes américaines. C'est le complexe militaro-industriel américain dénoncé par Eisenhower en 1956. Et avant tout, quand le président Trump dit qu'il faut que les pays de l'OTAN passent à 2% le budget de la défense, c'est pour encore plus acheter d'armes américaines. Deuxième chose, lorsque Washington avait promis à Gorbatchev que l'OTAN n'empiéterait pas sur le glacis d'Europe de l'Est après la réunification de l'Allemagne et que l'OTAN a violé cette promesse, que les Américains ont violé cette promesse, là on a le pivot central de la politique américaine vis-à-vis du continent eurasiatique. Il s'agit par tous les moyens d'empêcher un rapprochement entre les 550, entre les Européens de l'Ouest et puis ceux de l'Est et la Russie. Parce qu'en fait, l'obsession des Américains, c'est vraiment un trait majeur de leur politique étrangère, c'est d'empêcher un rapprochement entre les 550 millions d'Européens à haut coefficient de capital et d'éducation avec les 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie bourrés de matières premières. Et s'il y avait un rapprochement entre ces deux entités, il en résulterait une force économique qui surplomberait largement celle des États-Unis. Bien sûr, Laurent, mais vous ne pouvez pas demander à la Pologne de se tourner vers la Russie. Le problème, c'est logique qu'elle se protège de la Russie
Oui, Voilà un cas précis. mais je vais vous dire, si cette Union européenne, qui décidément est en échec sur tout, si elle avait accompli ses promesses de puissance surplombante, la Pologne pourrait se tourner vers l'Union européenne pour avoir une protection plutôt que vers les États-Unis. Mais comme l'Union européenne est un fantôme sur le plan de la politique étrangère et de la défense, que font les Polonais? Ils se tournent vers les États-Unis. Et d'autre part, il faut savoir que l'obsession des Russes, c'est pas d'envahir la Pologne non plus. Parce que nos amis polonais, je les aime beaucoup, enfin, ils sont parfois un peu délirants, il faut dire ce qui est. Ils ont des paranoïas un peu anachroniques, parce que l'obsession de Moscou, c'est pas d'aller envahir les États baltes et la Pologne. Ils ont autre chose à foutre, les Russes, vous savez, et ils n'en tireraient aucun bénéfice. Je crois qu'il faut quitter les analyses anachroniques. Quitter les analyses anachroniques, Nicolas Gauthier, est-ce que Oui, vous et y en plus, prêtez juste pour finir ce que disait notre ami, il y a aussi le problème allemand, parce que l'Allemagne a besoin du parapluie nucléaire américain, de son parapluie militaire, ça lui évite de fournir un effort de guerre et ça lui permet de vendre ses voitures dans le monde entier. Donc l'Allemagne est le vrai problème de l'Europe. Celui qui avait réussi à les contourner, c'était Chirac avec l'axe Paris, Berlin et Moscou, avec Schröder et Poutine. Bon, c'est le même Chirac qui nous a fait réintégrer l'OTAN au passage, même avant Sarkozy. Mais à propos d'anachronisme, les troupes de l'OTAN, c'est ce qu'on peut appeler des troupes d'occupation. Alors, ça s'est fait, évidemment, il y avait... les troupes d'occupation. Non, Nicolas Gauthier, je ne peux pas vous laisser dire ça. Les troupes d'occupation, vous avez été quand même très content de les voir arriver quand il fallait nous protéger du pacte de Varsovie. Enfin, je veux dire, ça a eu un rôle. Oui, mais c'est fini. Il y a un très bon livre sur le sujet de Vladimir Volkov, qui est pas une crapule bolchevique. C'est son dernier livre, c'est La désinformation vue de l'Est. Et il explique, ça m'a été confirmé, même avant la chute du mur de Berlin, par des gens de la DGSE, que les Américains ont systématiquement surévalué le péril soviétique. Les Soviétiques étaient là pour piller nos secrets industriels, avec le fameux Konkorski qui s'est craché à Hermenonville, mais ils n'ont jamais eu de plan d'attaque de l'Europe de l'Ouest. Semble-t-il, la RDA, en cachette de Moscou, avait quelques petits désirs de revanche. Mais le péril soviétique est un truc qui était monté de toutes pièces. Mais plus ce péril... Et si vraiment l'OTAN avait servi à contrer le péril soviétique, à partir du moment où il n'y a plus du RSS, l'OTAN aurait dû se reculer. Et il n'y a jamais eu autant de bases de l'OTAN en Europe, donc j'appelle ça des troupes d'occupation. Absolument. Je ne vois pas d'autre nom. Et on voit bien que le président Trump, qui faisait mine de se rapprocher avec Moscou, en a été empêché par l'État profond américain, le complexe militaro-industriel notamment, parce qu'en effet, si l'OTAN se désagrège, il est clair que pour l'industrie militaire américaine, c'est des pertes de parts de marché considérables. Il y a ça, et pour dire, on nous parle aussi du péril terroriste. Je ne vois pas en quoi des bases de l'OTAN peuvent empêcher des attentats. Et si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, c'est pas la Serbie qu'il faut bombarder, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que le principal financier de Daesh, c'est l'Arabie Saoudite, qui d'un côté finance le terrorisme, et de l'autre, moi j'étais également en Bosnie, on reconnaît toujours les mosquées payées par les Saoudiens. C'est des mosquées blanches à la saoudienne, où aucun bosniaque musulman ne va par ailleurs. Mais j'ai vu à Sarajevo les dégâts qu'ils font en permanence, appuyés par les Américains. Il y a maintenant des résidences de grand luxe pour touristes saoudiens. Et c'est vrai que l'islam local, qui est d'inspiration un peu soufie, un islam traditionnel des Balkans, est totalement wahhabisé et arabisé. Et tout ça, effectivement. Oui, complètement. Oui, c'est tout à fait vrai. Je l'ai observé sur place, en Bosnie, Cet islam-là, qui n'est pas un islam, l'islam des Balkans, laissé par les Ottomans, c'est un islam qui est vraiment radical et qui s'oppose. C'est-à-dire que c'est pas un islam de bédouins. C'est un islam qui s'oppose à la culture, à la tradition locale et qui veut conquérir. Francis Bergeron, est-ce que vous êtes une voix discordante ? Pas vraiment. Moi, je pense il n'y a personne pour défendre l'OTAN sur le plateau, là, quand même. Oui, mais je dirais que je suis des... d'accord à 100% avec ce qu'a dit Nicolas Mirkovic. Avec Stéphanie, je suis un peu plus nuancé, en ce sens que l'OTAN a rempli un rôle. Enfin, qu'on le veuille ou non, l'OTAN a joué un rôle, au moins, jusqu'à la chute du mur de Berlin, grosso modo, pour faire simple. Et ce rôle, qu'on le veuille ou non, nous a été utile
Alors, il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Europe, enfin j'en sais rien, l'Europe de l'Ouest, mais... Sauf peut-être au moment des Pershing. Il y a eu des maréchaux soviétiques très, très alcoolisés, en tout cas, oui, qui à un moment donné... Il y a des moments de voulaient faire. grande tension, mais les Russes avaient plus peur d'une attaque américaine que le contraire. Et c'est Reagan qui a dénoué la crise de façon très en intelligente. tout état de cause, on peut penser que l'OTAN justifié à ce moment-là. avait un rôle, avait une utilité jusqu'à la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, le fait que Macron découvre que l'OTAN est en mort cérébrale, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va se terminer. Cette OTAN qui ne sert à rien, qui nous coûte et qui même a des travers, des défauts que vous avez soulignés tous les deux. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est une bonne chose. Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas tous nos médias, je dirais, n'aient pas rebondi positivement sur cette déclaration de Macron. D'abord, ça lui aurait fait du tort, comme ça arrive souvent dans ce genre de situation. De même qu'on n'a pas vraiment rebondi lorsque Villepin avait mis en cause les bombardements irakiens, ou du moins le projet de guerre en Irak. Finalement, la droite nationale, pour faire simple, n'a pas embrayé là-dessus, il n'a pas dit mais il a raison, et c'est pas se rallier à Villepin, c'est pas se rallier à Macron que de dire l'OTAN aujourd'hui ne sert plus à rien, c'est même nuisible. Et c'est la même chose pour l'Irak. Et donc je trouve ça dommage et je trouve qu'on devrait se concerter plus, nous, entre médias notamment, pour réfléchir davantage sur ces questions-là et avoir une meilleure qualité d'information aussi. Et là, je voudrais terminer sur ce point-là, sur la qualité de l'information, et je rebondis sur le Kosovo. C'est que pour préparer cette émission, j'ai relu des collections de présents des années, notamment de 2004, etc. Je dois dire que je dois faire un mea culpa. Parce que qu'est-ce que j'ai lu ? Eh bien, j'ai lu que là-bas, c'était la guerre des Serbes-bolcheviques. Ouais. C'est-à-dire que ils étaient, ou par manque de correspondants locaux, ou par manque de structuration de nos collectes d'informations, nous avions une vision qui était une vision conservatrice, qui datait d'avant le mur de Berlin, justement, de le monde communiste et le monde occidental. Et sur ce thème-là, en tout cas, alors Présent était extrêmement pertinent sur plein de sujets, la politique intérieure, la crise de l'Église, les dérives sociétales, l'immigration, l'islam. On a été extrêmement pertinent et en pointe. Et on en voit aujourd'hui, malheureusement, les fruits de ça. Mais je dois dire que sur le Kosovo, et aussi sur quelques autres sujets, je pense à la perception de ce qu'est Poutine, ou de ce qu'était Poutine, enfin de ce qu'a été Poutine et de ce qu'a été, ce qu'ont été les changements en Russie de ces dernières années. Présent a été parfois un peu en décalage, et je dirais une certaine droite française a été assez en décalage. C'est son tropisme atlantiste, et qui existe dans la droite nationale. Je trouve ça assez... Voilà, je fais donc un mea culpa, et je terminerai aussi sur ce point-là, c'est que j'ai lu votre bande dessinée, et que cette bande dessinée, elle est très intéressante, parce qu'elle montre comment une région, tout d'un coup, se retrouve en guerre civile, alors que quelques semaines avant, quelques mois avant, ou quelques années avant, il n'y avait pas de problématique du tout. Et ça fait peur, évidemment, quand on pense à nos banlieues, quand on pense à certaines communes, certaines villes, et on se dit que tout ça pourrait arriver jusque chez nous. Oui, parce que on sait que... Dans ces pays livrés à la guerre civile dans les années 90, il y avait, je crois, à peu près 40% de mariage mixte. Vous allez me dire si je me trompe. Je pense pas que ça dépendait des régions. Je pense qu'il n'y en avait pas autant. Beaucoup. Mais il y en avait bien sûr. Et on a vu des familles s'affronter, des clans familiaux s'affronter, parce qu'il y avait d'un côté des musulmans et de l'autre côté des orthodoxes. Et on a vu une paix sociale apparente, tout au moins, se transformer en brasier. Oui. Et justement, vous qui avez vu ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est pareil en France actuellement ? On est dans ce processus-là. Sur quoi ? Parce que du coup, ces guerres d'ex-Yougoslavie, elles sont pas nées du jour au lendemain. Il y a du travail de sable qui a été fait en profondeur. Et notamment, justement, les puissances de l'OTAN, et on le sait aujourd'hui, ont travaillé sur la dislocation de la société. Les services américains et anglais. Les services américains, allemands aussi, qui ont travaillé notamment en Bosnie-Herzégovine, sur le côté, sur l'islam local.
en faisant venir d'abord, c'était paradoxal, c'était plutôt des prédicateurs iraniens, et puis après ils ont arrêté, ils ont fait venir des prédicateurs saoudiens qui ont amené ce wahhabisme et qui ont dit aux musulmans en bosniaque, vous n'êtes pas des vrais musulmans, c'est pas comme ça qu'on doit pratiquer l'islam, vous devez apprendre tous les textes en arabe, vous devez aller à la mosquée tous les vendredis, c'est important. L'OTAN a misé sur Alija Izetbegovic, qui était le chef des musulmans de Bosnie, qui était un islamiste, qui était un collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, un collaborateur, oui, des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a écrit dans son livre sur l'islam et que on ne pouvait pas vivre avec des non-musulmans, que les musulmans devaient conquérir le territoire. C'est sur cette personne-là que l'OTAN a misé pour mener la rébellion des musulmans qui ne demandaient pas ça. Mais quand vous avez tout d'un coup des prédicateurs qui arrivent, quand vous avez une puissance étrangère qui choisit un chef... Et de l'argent. Bah oui, sans argent, il n'y a pas de guerre. Mais c'était une minorité très agissante, mais très minoritaire. Ce sont toujours des minorités agissantes qui changent. Voilà. Et donc du coup, quand du jour au lendemain vous devez prendre des armes, ça se va très vite, vous choisissez un camp et voilà. Philippe Randa, je vais vous donner la parole tout de suite et vous avez attendu patiemment, donc je vous en remercie. Juste pour citer une phrase encore dans The Economist d'Emmanuel Macron, qui a été encore là aussi très peu commentée. Il dit « Le président Trump pose la question de l'OTAN comme un projet commercial. Les États-Unis veulent assurer une forme d'ombrelle géopolitique avec une contrepartie, une exclusivité commerciale. C'est un motif pour acheter américain. La France n'a pas signé pour ça. » Il est très bien ce Macron finalement. Et je continue. Ça peut arriver. Ça lui arrive, ça peut arriver. C'est-à-dire que là, ce qui vient de se passer, amis téléspectateurs, ça ne va pas se passer 100 fois. J'ai entendu un applaudissement pour Emmanuel Macron. Je veux dire que depuis 2017, j'avais été privé de cela et je m'en portais très bien comme cela d'ailleurs. Alors, Philippe Randa. Écoutez, là, vous me voyez navré, j'ai peur de doucher votre optimisme. Très bien, vous avez encore pris à partie sur les commentaires YouTube. Eh oui, cette belle déclaration d'Emmanuel Macron, elle fait plaisir, effectivement. Mais en fait, si on l'étudie bien, il n'a pas critiqué l'OTAN. Il a simplement fait une déclaration pour dire que, ponctuellement, c'est en mort clinique. Mais il peut y avoir des miracles ou des fausses joies, tout dépend de quel côté on se porte. On peut le faire revivre, on sort d'une mort cérébrale. La déclaration d'Emmanuel Macron, c'est quand même, franchement, politiquement, l'héritier de deux autres présidents, les deux prédécesseurs. Nicolas Sarkozy et François Hollande. Nicolas Sarkozy qui ne se cachait pas, parce que peut-être le moins hypocrite de tous, qui ne se cachait pas de son américanophilie, qui nous a fait réintégrer, lui, l'OTAN. Et de François Hollande, qui a été encore plus à la botte des Américains qu'a pu l'être Sarkozy. Il fallait le faire, Hollande a réussi. Et Emmanuel Macron, c'est quand même le président UMPS. Il n'a pas tué l'UMPS, c'est l'UMPS. C'est la conjonction de ces deux-là. Donc, du jour au lendemain, devenir comme ça un anti-américain primaire, secondaire et tertiaire, en voulant supprimer leur armée sur notre territoire, sur l'Europe, ça me laisse un peu perplexe. Est-ce que c'est pas surtout une déclaration anti-Trump ? Ce sont les élections de Trump aux États-Unis. La campagne est lancée. Il veut peut-être apporter de l'eau au moulin. Vous savez qu'à chaque fois, ça ne vise pas Trump, ça vise Obama. C'est Obama qui a lancé le processus. Oui, non, mais aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Obama. Mais on parle de Trump. C'est Trump. Ça, hein. Oui, mais Obama n'est plus président des États-Unis. Si je fais une assurance, c'est comme l'AFP qui a annoncé, vous avez vu ça, l'AFP a annoncé 100 000 enfants étaient dans les prisons américaines en raison de l'immigration. Donc, sous-entendu, en raison de la politique d'immigration de Trump. Jusqu'à ce qu'il retire l'information, parce que bien évidemment, ces chiffres datent de l'année où Obama était président des États-Unis. Donc voilà, mais c'est quand même Obama qui est responsable de cette politique-là. Emmanuel Macron parle de l'OTAN aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est depuis 3 ans maintenant Trump président des États-Unis. Ça ne nous aura pas échappé, je pense. Non, ça ne m'a pas échappé, vous êtes aimable. Et donc, à partir de là, la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est pas une condamnation à mort de l'OTAN, c'est un constat qui, a priori, peut gêner Trump plutôt qu'autre chose. Et maintenant, en finir avec l'OTAN, mais formidable nouvelle, mais pour remplacer quelque chose, justement, il faudrait qu'on propose autre chose. Et que propose Macron, visiblement, pas grand-chose. Et par quoi peut-on remplacer l'OTAN ? Forcément par une armée, européenne. Mais dont l'Allemagne ne veut aucun prix. Mais dont l'Allemagne ne veut aucun prix. Et jusqu'à présent, à part sur des
des délais, des rappels historiques, donc on ne fera pas sur ce plateau. La seule armée européenne, embryon d'armée européenne, ça a quand même été la brigade franco-allemande, rappelez-vous. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, la brigade franco-allemande. Est-ce que vous ne croyez donc pas on ne peut pas supprimer quelque chose si on ne le remplace pas par autre chose. La nature a horreur du vide. En fait, le traité... Donc ne vous réjouissez pas trop vite. Non, mais le traité atlantique, il a un article 5 qui va permettre de faire tomber, c'est qu'il y a une solidarité militaire entre les membres de l'Alliance, c'est l'article 5, et que la Turquie est en train de faire exploser cela. Donc je veux dire, il va y avoir un motif de disparition. Oui, de toute façon, la Turquie... Ça avait commencé à Chypre en 1974, quand l'armée turque qui est de l'OTAN envahit Chypre, qui est aussi de l'OTAN. Voilà. Et l'armée... On a regardé ailleurs. La Turquie est en train de s'éloigner de l'OTAN, de toute façon, de facto. Elle achète russe maintenant. Voilà, les S-400 sont une brisure totale de l'homogénéité de l'armement de l'OTAN et induisent des problèmes techniques extrêmement importants, ces S-400 qui sont au milieu, là. Et donc, ça y est, la Turquie, elle s'éloigne progressivement de l'OTAN. Et elle finira par rompre avec l'OTAN, de toute façon. Ça, c'est une affirmation. Laissons le temps le voir. L'affirmation, oui, mais on ne peut pas affirmer comme ça. Non. C'est vrai, ce que vous dites est parfaitement exact. Mais de là à dire que... Oui, mais sauf un renversement de régime en Turquie, c'est fini, la logique. Donc, l'OTAN n'est pas mort. Elle est en mort cérébrale, incontestablement, parce qu'aujourd'hui, on se demande à quoi sert l'OTAN, à part servir les intérêts américains. Justement, servir les intérêts américains. On pourrait dire que l'OTAN se gâte, quoi. Allez, on poursuit. Ah bah comme ça, mais voilà. La logique d'Erdogan et la logique turque, effectivement, c'est de quitter l'OTAN. Et quand ils achètent des S-400 russes, ça veut dire quelque chose. Parce que l'impensé... Ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Comme disait Feu Annick Régel, ça tombe par là où ça penche. Hein. Que l'Europe quitte l'OTAN et retrouve ses racines chrétiennes. Ah, ça, voilà, c'est bien, ça, je pensais bien. Merci, bravo Stéphanie. Nicolas, est-ce que finalement, Nicolas Mirkovic, est-ce que finalement, dans toute cette affaire, l'impensé, c'est qu'il faut qu'on considère que l'ennemi, ça reste toujours la Russie. Hein, je regardais les budgets de l'OTAN, c'est budget militaire, ça représente 954 milliards de dollars. Ouais. Le budget militaire de la Russie, c'est 66 milliards. Bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, on parle d'une nécessité... C'est Nicolas, notre invité, je posais la question, mais allez-y aussi. Non, mais on parle de la nécessité de remplacer l'armée américaine par une armée européenne. Mais il n'y a pas de cette nécessité, puisque la Russie, c'est pas l'Union soviétique. On ne voit pas pourquoi il faudrait un mastodonte militaire se substituant au mastodonte militaire américain, alors qu'il n'y a plus d'Union soviétique, et que la lutte contre le terrorisme ne passe pas par le gigantisme militaire. On va laisser le mot de la fin à notre invité. La Russie est un partenaire, on est dans la même civilisation. Oui. Quand on regarde les grandes masses économiques, les dynamiques au niveau mondial, travailler ou penser qu'on va pouvoir se développer en faisant fi du pouvoir, de la proximité de la Russie est suicidaire pour l'Europe. Donc du coup, aujourd'hui, quand on voit que l'OTAN, les exercices sur ces 4 dernières années, où ils ont mobilisé plus de 20 000 hommes, à chaque fois que ce soit Anaconda en 2016, que ce soit Trident Fulgur en 2018, ou le prochain, 2020, qui s'appelle Defend Europe, ils vont faire des exercices militaires massifs avec plus de 20 000 soldats sur la frontière russe. À quoi est-ce que ça sert ? Et ça, c'est l'OTAN. C'est-à-dire que les Français, avec leurs impôts, vont payer ça. La Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe, la Russie est l'ami de l'Europe, et on doit travailler mieux ensemble. Nicolas, non. Après le mur de Berlin, le vent en emporte l'OTAN. Voilà, dit Donald Trump, mais une nouvelle fois, tout ça, c'est Obama. Ce sont les bombes pour l'amour et la paix. Voilà, un avion de l'OTAN au-dessus de la Serbie. C'est ce qu'avait dit Bernard-Henri Lévy à l'époque dans Le Point. Oui, absolument. Voilà. Mais il s'est trompé. L'OTAN et ses bombes ont fait leur temps. Voici venu le temps des rires et des chants. Voilà, donc là, je ne sais plus comment s'appelle le personnage. Je ne sais plus. J'ai perdu. En orange, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez avoir un message qui vous est adressé à l'instant, tout simplement parce que nous sommes dans notre campagne de dons. Et ça fait 6 ans que TV Liberté, grâce à vous, ensemble, est solide et permet à des centaines, des milliers de personnes de s'exprimer, d'exprimer un point de vue qui est quand même bien différent de ce que vous entendez sur les autres chaînes de télévision. Mais pour que cela continue à se faire, pour que nous puissions avoir ensemble encore une année de Bistro Liberté, encore une année d'émission, encore un anniversaire à fêter et tant d'autres alors que nous sommes si jeunes, eh bien, il faut nous aider parce que nous sommes solides, mais nous sommes solides qu'à une seule condition, si nous sommes
ensemble si nous formons une communauté soudée. C'est le terme de ce message que je vous demande d'écouter avec attention et d'appuyer sur la rubrique « Dons » sur le site tvliberté.com. On se retrouve dans un instant et de tout cœur, merci. Nous voici proches de la fin d'année. C'est le moment traditionnel pour lancer la campagne de récolte de dons pour faire vivre TV Liberté en 2020. C'est un moment crucial puisqu'il régit l'avenir même de la première chaîne audiovisuelle alternative de France. France fragile. Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Il y a peu, à Chypre, au sein de l'Union européenne, tous les déposants ayant des comptes de plus de 100 000 € ont perdu 60% de leur épargne sur une simple décision gouvernementale. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. Les dirigeants français fragilisent les familles en imposant à court terme la théorie du genre et la marchandisation des corps. Ces errements s'ajoutent à la dévastation de notre environnement. Il n'y a pas de plus grand danger que de vouloir asservir totalement la nature. La France est fragilisée, de fait, elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un môle de résistance et de reconquête. Ensemble, en l'espace de 6 années, nous avons fait face au couperet de la censure qui cherche à criminaliser les idées justes et même de simples constats. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût. Mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble, nous avons tenu la dragée haute à une presse gavée de subventions, d'avantages et de privilèges. Et parmi elles, une caste médiatique qui humilie et blesse les Français, mais qui accepte sans barguigner leurs redevances audiovisuelles, 139 € par an, et leurs impôts. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Donnez-nous la possibilité de desserrer le carcan de la pensée conforme, de faire connaître une autre vérité, une information exemplaire et vérifiée. Donnez-nous les moyens de mieux rayonner dans nos régions et provinces, d'être plus proches des réalités sur le terrain. C'est un objectif essentiel pour l'année qui vient. Je le répète, ils cherchent à nous fragiliser. Eh bien, ensemble, parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Vous savez que nous avons acheté The Voice, La Voix. Oui, ça a été très coûteux. Mon cher Francis, nous avons des moyens considérables. Et donc, nous avons acheté The Voice et nous allons l'écouter. Elle va vous poser des questions. On l'écoute tout de suite, cette voix. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Alors, le fait, je dirais... Alors, c'est peut-être pas le plus dramatique, mais ça m'a fait quand même beaucoup de peine, c'était de voir l'incendie de Notre-Dame. Je pense qu'il y a tellement de symboles derrière cet incendie, de voir ce joyau de la culture médiévale française. Notre-Dame qui, on dit, d'après la tradition, qu'elle aurait sonné la victoire des Serbes à la bataille de Kosovo-Polier en 1389, voir cette cathédrale brûler, de se dire que l'État français n'est pas capable de doter des monuments aussi prestigieux que celui-ci de moyens de lutter contre l'incendie, qu'il n'y ait pas des processus dans la rénovation de ces bâtiments-là qui nous permettent d'éviter ça, c'était terrible. Et voir cette cathédrale en flammes m'a vraiment fait de la peine.
et voir derrière la suite qui était tellement caractéristique de cette époque, de voir qu'on ne pouvait pas vraiment avoir de débat sur les origines, que très rapidement on est arrivé à une conclusion, et sans rentrer dans des théories conspirationnistes, mais de se dire que bon, voilà, c'était forcément un mégot, je ne sais quoi, enfin on ne pouvait pas en discuter, c'était terrible, de voir qu'il y avait des voix officielles qui avaient le droit de parler de l'incendie de Notre-Dame, c'était un affront à la liberté d'expression. Surtout que 6 mois plus tôt, on sait que des terroristes voulaient faire sauter Notre-Dame. Oui, bien sûr. Et puis, quelle que soit l'origine, on a le droit d'en débattre, on a le droit d'en discuter. Il faut confronter les idées, il faut que les experts parlent, et après, on peut tirer une conclusion. Mais dire non, tout de suite, on ne veut pas aller dans ces directions-là, c'est terrible, on ne peut pas. C'est vraiment, pour un peuple qui essaie d'exporter la démocratie, la liberté d'expression, c'est vraiment tout le contraire. Donc ça, c'était tellement symbolique de l'époque dans laquelle nous vivons. Et après, terminer sur ces espèces de débats terrible, avec des personnes qui tout d'un coup pensent qu'ils vont faire mieux que nos ancêtres à Notre-Dame, qui voudraient refaire une pointe, une flèche plus belle que celle de Viollet-le-Duc. C'est quelque chose de terrible. Un affront à l'intelligence, et des millions de touristes du monde entier viennent voir Notre-Dame, et on veut mettre je n'ose même pas dire quoi, à la tête, c'est terrible, quoi. Donc, en général... Les généraux qui devraient fermer leur bouche aussi quelquefois. Voilà. Ou retourner à leur réunion du siècle. Enfin, est-ce qu'on peut continuer avec une autre question ? Quel est votre héros dans la fiction ? Dans la fiction, moi j'aime bien un personnage discret du Seigneur des Anneaux, qui est Legolas. Ah, dites-moi, alors là je ne l'ai pas en tête. C'est l'elfe. C'est l'elfe. Ah, c'est l'elfe, d'accord. C'est l'elfe qui est discret, qui est le guerrier, qui fait pas tellement de bruit, qui est aussi un caractère, un bon caractère, il pourrait être serbe, et qui lui... C'est vrai qu'ils ont du caractère, les Serbes. Ah, ils ont du caractère, heureusement. Un peuple qui n'a pas de caractère, il disparaît. Donc du coup, et les Français normalement ont beaucoup de caractère aussi. Donc du coup, espérons qu'on ne disparaisse pas. Non, il ne faut pas. Donc Legolas, je pense que c'est le caractère discret qui se bat, qui est un combattant, qui est un bon soldat, et qui a des convictions et qui a l'honneur. Seigneur des Anneaux. Et si vous étiez un livre ? Ça, c'est plus difficile. Je pense qu'il n'y a aucun livre dans lequel je me retrouve complètement. Je pense que si j'étais un livre, je serais certainement la Bible. Je pense que vraiment, il y a de tout là-dedans. Vous avez de l'amour, de la haine, même un peu de romance, si on sait lire correctement. Et il y a tout dedans. Je pense qu'il y a tout dans ce livre. Et donc, du coup, en tout cas, moi, si je devais partir sur une île déserte, c'est ce que je prendrais, parce que du coup, je pense qu'il y a... Et puis, c'est aussi un des fondements de notre civilisation. Donc, du coup... C'était une très bonne référence. Dont acte, Papacito, à votre place, la dernière fois, nous a dit que son livre, c'était le Coran. Donc, à vous deux, vous faites... OK. Bon, on poursuit. Que chantez-vous sous la douche ? C'est vraiment une impudeur, la voix. Alors moi, du coup, je ne chante pas, je vais fredonner, mais ça va dépendre du moment. Si je peux très bien, on va dire, un dimanche matin, je vais plutôt être baroque, donc du coup, je peux fredonner un petit air de Vivaldi. Si je sors d'un entraînement de boxe, ça va plutôt être du Metallica. J'aime bien le samedi soir, tranquillement, peut-être écouter un peu de jazz, donc du coup... Metallica, oui. Après un cours de boxe, ça c'est quand même pas mal, quoi. Ça, vous restez dans l'adrénaline, là. Ah oui. Donc Metallica, le jazz, et sinon Vivaldi. Ah oui, j'ai des goûts assez éclectiques. Hein, ah oui, ça Vivaldi, Metallica, on ne fait pas le lien tout de suite. Non, ils ont pourtant fait un concert. On peut mixer, hein. L'orchestre philharmonique de San Francisco a joué avec Metallica en concert, c'est possible. Donc, parce que ce sont des très très bons musiciens. À partir du moment où vous êtes un très bon musicien, vous pouvez vous adapter. Donc du coup, voilà, pour répondre à votre question, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Metallica. Question ? Que dira de vous la postérité ? Ça, la postérité le dira. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est que, en tout cas, mes enfants, ma famille, mes proches se retiennent de moi de quelqu'un qui a essayé, qui a essayé de vivre ses convictions et qui a tenté de changer des choses. Pour moi, ça serait déjà super. Bon, très bien, ça me paraît être un bon programme, hein, je signe aussi. On se retrouve tout de suite pour la suite de Bistro Liberté avec Nicolas Mirkovic qui présente son ouvrage intitulé « Bienvenue au Kosovo ». C'est une bande dessinée, c'est vraiment remarquable. Tiens, je vous fais juste une présentation, ça c'est le petit mot qui m'était réservé. Pardon. Donc voilà, c'est superbe et ça sera un très beau cadeau de Noël éducatif et qui en plus est remarquablement exprimé à travers un scénario tout à fait prenant. On se retrouve tout de suite.
5 décembre, la France et Macron à l'arrêt. Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse appellent les Français à se mobiliser à l'occasion d'une grève générale et nationale le jeudi 5 décembre. Les cafouillages du gouvernement, notamment sur les retraites, donnent du grain à moudre aux partisans d'une grève massive, et en particulier dans les transports. Emmanuel Macron, qui voulait poursuivre les réformes, craint la coagulation des conflits et des luttes. Une situation qui pourrait entraîner une grève illimitée comme en 1995. Alors, le 5 décembre, la France et Macron à l'arrêt. Voilà, je dois dire, c'est une bonne question, Francis. C'est une bonne question. Je vous rappelle que le 7 décembre, je prends le train, vous aussi, pour aller à Nancy. Train, oui, moi je prends le train. train. Donc là, je suis bien barré, si j'ose dire. On est à Nancy. En fait, on est à Nancy pourquoi ? Oui, nous sommes à Nancy, donc à la fois Présent et TV Liberté vont à la rencontre de leurs lecteurs et de leurs téléspectateurs. On va passer une journée à Nancy avec eux, de manière à leur présenter nos deux tribunes d'information, nos deux médias de réinformation, et aussi faire passer le discours qu'ils ont entendu ce soir, mais ils vont l'entendre en live de la part de Martial, notamment, sur la nécessité d'aider vos médias, d'aider nos médias, parce que ces médias sont attaqués sur de nombreux terrains. Il y a une volonté très certainement organisée de diminuer la liberté d'expression, évidemment, et de les faire taire. Et donc, on ne peut pas rester passif par rapport à ça. Et nous n'avons pas de milliardaires derrière nous. Peut-être TV Liberté, mais en tout cas, à présent, il n'y en a pas. Même pas de multimillionnaires. Il y a peut-être quelques millionnaires, mais pas de multimillionnaires. Et donc, il est extrêmement important d'avoir un soutien de qui ? Un soutien des Français, tout simplement. De ces Français qui s'expriment dans la rue avec les gilets jaunes souvent, qui s'expriment dans les urnes lors des élections, mais qui n'ont pas droit à la parole. Voilà, 7 décembre, on sera à Nancy, ce sera pour TV Liberté, la 16e rencontre en 2019 avec ses téléspectateurs. Ça a été la présence de votre serviteur ou celle du président de la chaîne, Philippe Millot, et on recommencera en 2020 parce que ça nous apporte beaucoup. Et puis, comme ça marche et que ça fonctionne et que vous êtes au rendez-vous, on ne va pas arrêter en si bon chemin. On ne va pas s'arrêter, sauf le 5 décembre. Retour à mon sujet. Est-ce que la France, le 5 décembre, est à l'arrêt ? Et subsidiairement, est-ce que Macron, le 5 décembre, est stoppé dans ses réformes ? Merci Nicolas Mirkovic de répondre en 1 minute. Alors, ce qui va être amusant, c'est de voir que pas mal de syndicats qui ont appelé à voter Macron vont se retrouver à faire la grève contre Macron, quoi. Donc du coup, moi, je trouve ça quand même assez paradoxal, assez symptomatique du système politique dans lequel on vit aujourd'hui. La France sera certainement à l'arrêt le 5 décembre, ça c'est clair. On voit bien qu'il y a une grogne sociale. Alors je ne vais pas rentrer dans les points précis de la retraite, mais c'est un prétexte. La France est malade, elle est malade. C'est un pays où vous avez un viol toutes les 7 minutes, vous avez un cambriolage toutes les 90 secondes, vous avez 200 000 avortements par an, vous avez une immigration massive, vous avez une université qui perd en moyens, on a une fuite de cerveau en France quand même. La France maintenant exporte des étudiants qui vont étudier à l'étranger. Vous avez tout ça en même temps et c'est pas pour rien que ce phénomène des gilets jaunes qui s'est développé en France. Moi, je suis dubitatif sur la possibilité de régler ça par des syndicats qui ont eux-mêmes porté au pouvoir celui qui dénonce aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie des 60% des Français qui vont soutenir cette grève du 5 décembre ? 74% des ouvriers, 70% des agents du service public, 42% des retraités, c'est pourtant pour eux qu'ils manifestent, et 42% des cadres et 42% des plus diplômés. Tiens, donc vous êtes dans les 42%. Je ne sais pas si je suis dans les 42%, mais je soutiens cette grève du bout des lèvres, parce que du coup, je ne soutiens pas ceux qui organisent, une partie de ceux qui sont en complète contradiction avec ce qu'ils ont fait dans le passé, mais je pense que si les Français ne se bougent pas, s'ils n'expriment pas leur mécontentement, eh bien, ça va s'aggraver, quoi. Donc, du coup, sans rentrer, il y a quand même, on est en train de déliter la France, on est en train de démembrer le service public, c'est quand même quelque chose qui est assez grave, et donc, du coup, les retraites sont un prétexte, ça c'est certain, mais il faut faire pression sur le gouvernement actuel
pour qu'il ordonne, qui protège la France. Il a été élu par des Français pour ça. Et si je vous dis que là, il y a des commerçants qui nous écoutent, il y a des artisans qui nous écoutent et qui se disent que pendant les fêtes de Noël, on va plomber leur chiffre d'affaires, qu'on va empêcher leur colis d'arriver, et que cette grève-là, eh bien, c'est toujours quand même encore contre eux que c'est fait. Ça vous touche, ou vous pensez que c'est le prix à payer, qu'ils doivent comprendre qu'une grève, c'est nécessaire pour défendre leurs propres intérêts particuliers? Bien sûr que je pense à ces personnes-là qui vont être touchées par la grève, mais vous savez, un gréviste, lui aussi est touché. Lui aussi, il fait l'effort, le sacrifice de ne pas recevoir de compensation, de ne pas recevoir de salaire parce qu'il pense qu'il défend une cause juste. Lui aussi, ici, il se met en difficulté. Je pense que moi, ce qui ne m'intéresse pas tellement, c'est pas tellement la grève, on va dire, pour défendre un syndicat en particulier, mais c'est de se dire que les Français doivent se battre. On ne va pas pouvoir changer la société dans laquelle nous vivons avec des bulletins. Et on ne va pas pouvoir changer si nous-mêmes, on ne peut pas participer, si on ne met pas pression. Et donc, du coup, je pense que le syndicat, la grève est un moyen. Les Français se sont battus pour ça. Et donc, du coup, oui, là, je soutiendrai... Francis Bergeron, vous, on connaît vos sentiments sur ces questions-là. Ma sensibilité sociale. Votre sensibilité sociale. Merci. Oui, j'étais à une réunion qui n'avait aucun rapport avec ça cet après-midi au MEDEF. Au MEDEF. Au MEDEF, oui. Et vous êtes un patron je au n'ai MEDEF. pas du tout senti d'inquiétude par rapport à la grève du 5 décembre. On a déjeuné ensemble, enfin, on a discuté un petit peu. J'ai vu c'est intéressant de voir un peu ce que pensent les chefs d'entreprise, les petits, moyens, grands. On ne voit pas d'inquiétude. Il va y avoir une grève le 5 décembre. Il va y avoir une grève qui va se prolonger, qui va durer un certain temps, mais a priori, dans le secteur privé, ça ne bougera absolument pas. D'autre part, on n'a pas le clivage qu'on a connu. On parle souvent de la grève de 95, on parle des grèves de 1947 ou de 1968, mais on n'est pas du tout dans ces... C'est fini, c'est ce grand clivage du camp de l'ordre contre le camp du désordre, du camp des bourgeois contre les ouvriers, du camp de la droite contre la gauche, du camp de l'URSS contre l'Occident, tout ça c'est fini. C'est-à-dire que les gens qui vont faire grève le 5, et puis le 6, le 7, enfin peut-être jusqu'au 18, jusqu'au 20, je ne sais pas, mais ce sont des gens qui ne sont pas mus par l'espoir d'un grand soir, l'espoir d'une aube rouge, ils sont mus par je dirais, c'est une forme déclinante de manifestation de colère, cette manifestation de colère étant aujourd'hui mieux exprimée par les Gilets jaunes, par exemple. Et là, je rejoins, une fois de plus, ce que dit Nicolas Mirkovic, c'est le gros doute sur la pertinence des approches syndicales. Et je terminerai simplement en disant qu'aujourd'hui, le camp de la colère, il n'est pas uni comme il a été en 95, où ça allait de la gauche modérée jusqu'à l'extrême gauche. Il n'est pas uni comme en 68, il n'est pas uni comme où ça allait depuis Mendès France jusqu'aux trotskistes. Il n'est pas uni comme en 47 où ils se disaient qu'ils avaient peut-être libéré l'Europe du joug capitaliste. Aujourd'hui, c'est un camp de la colère qui est dispersé, puisqu'il y a la colère des adeptes de l'ancienne gauche, LFI, PC, syndicats, Black Blocs, etc. Il y a les écolos, mais qui ont leur propre agenda, en quelque sorte. Il y a les communautaristes, les enracinés. Et puis, il y a la colère d'une France qui, justement, est en déficit de communication. Et on en parlait à propos de TV Liberté et de Présent. Un déficit de communication. Et cette France-là, elle est très en colère et elle représente une fraction extrêmement importante du mécontentement actuel. Et cette France-là, sa voie royale d'expression, ce n'est pas le syndicalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Philippe Randa, est-ce que vous partagez ce point de vue? Le 5 décembre, on va voir dans la rue les cheminots avec les gilets jaunes, les soignants, les étudiants, les enseignants, les pompiers et même les policiers. Quand ils seront avec les gilets jaunes, ça va être sympa. Je partage d'autant plus ce point de vue qu'il y a quand même une constante. L'apocalypse que beaucoup annoncent pour le 5 décembre, l'apocalypse, ne s'annonce jamais à l'avance, ça ne marche jamais. On va assister à une grève, à une manifestation, elle sera plus ou moins importante, et même si elle est importante, si le pays est paralysé, voilà. C'est réussi quand même. Mais paralyser une journée, ça, on a l'habitude, on avait beaucoup plus l'habitude dans le temps qu'aujourd'hui d'ailleurs. Rappelez-vous, la dernière fois où le pays devait être paralysé, c'était, je crois, il y a 2 ans avec la grève des transports. Si vous nous le dites. Non, mais je suis désolé. On parlait de 47, vous dites rappelez-vous. Donc c'est gentil. Ce jour-là,
je prenais le train régulièrement. À part quelques retards, on n'assistait à rien. Ça fait un flop. Alors, on annonce aujourd'hui qu'au 5 décembre, ça va être terrible parce que tous les syndicats, ils sont tous divisés les uns les autres déjà. Et ça va être difficile de faire un mouvement unitaire. Sans la CFDT. Ils vont être rejoints par les fameux gilets jaunes. Les fameux gilets jaunes qui sont quelques milliers maintenant. Je sais que sur ce plateau, on a l'habitude de dire que c'est un vaste mouvement énorme qui a obtenu énormément de choses. Oui, c'est ce que moi, je cherche toujours ce qu'ils ont obtenu et je maintiens qu'ils ont strictement rien obtenu. Ils ont obtenu un peu de dignité déjà, c'est pas mal. Alors, ils ont juste obtenu de mettre sur la place publique les problèmes d'une certaine France, c'est vrai. C'est déjà beaucoup, d'accord. Mais politiquement, ils ont été complètement dans le mur, ils ont été récupérés, et en plus, ils ont été dénaturés par le pouvoir qui a lancé ses chiens de garde, son armée de mercenaires qui s'appelle les Black Blocs, pour dénaturer les gilets jaunes. Aujourd'hui, qui dit gilets jaunes dit casseurs. C'est dégueulasse pour les premiers gilets jaunes qui avaient des revendications et qui ne cassaient rien. En province, les gilets jaunes sont les gilets jaunes. Le problème aujourd'hui, le 5 décembre, on verra déjà si c'est trop important, si les Black Blocs vont intervenir ou pas. Si les Black Blocs interviennent, c'est tout, c'est fini. Ils interviennent tout le temps, parce que je crois que Martinez n'arrive plus à faire une manifestation sans être infiltré, ce qui est d'ailleurs merveilleux quand on pense que ce qu'était la CGT avec son service de la CGT, c'était quelque chose. La CGT, même la police n'avançait pas. Et alors, vous envisagez donc que la France va être paralysée et que la révolution est à nos portes. Mais moi, je pose la question, je ne réponds pas. J'ai le droit de poser la question. Vous avez le droit de poser la question. On est là à poser la question. C'est son métier aussi, il y a le droit de poser la question. Et pour rappeler quand même, c'est facile, qu'en mai 68, en avril 68, il y a ce fameux éditorial dans Le Monde disant « La France s'ennuie ». Bon, alors là, elle ne s'ennuie pas. La France, elle cherche à boucler ses fins de mois et elle a autre chose à faire qu'à manifester et surtout à bloquer quoi que ce soit. Laurent, Arthur Duplessis. On pourrait juste s'interroger sur le phénomène suivant. Tout le monde sait que les services de renseignement ont parfaitement logé, comme on dit dans le langage de renseignement, les 300 ou 400 Black Blocs qui sévissent régulièrement. Et on sait aussi que les Black Blocs qui viennent de l'étranger sont logés par les services de renseignement des pays d'origine qui communiquent l'information sur leur mouvement. Ils sont logés, c'est-à-dire ils sont identifiés. C'est-à-dire qu'on connaît leur nom, leurs adresses, etc. Alors c'est une armée de mercenaires, effectivement. Donc, pour les Français, vous prenez déjà la liste à Sciences Po, puis vous en avez la moitié. Oui, mais ceux-là ne sont pas les plus offensifs. Donc, on pourrait parfaitement s'arranger, le gouvernement pourrait s'arranger pour donner les ordres à la police, à la gendarmerie, etc., pour les mettre en garde à vue quelques heures pour un contrôle d'identité, par exemple. Ah oui, on le fait bien pour un supporter de football qui crie PSG, craque, il est arrêté. Exactement. Et de manière à les empêcher de foutre la merde dans les manifs au jour J. Donc il est clair, quand on regarde la trame des faits, il est clair que le gouvernement prend un malin plaisir à les laisser venir à Paris de manière à discréditer les Gilets jaunes. Donc on va voir le 5, si effectivement le gouvernement laisse les Black Blocs discréditer le mouvement social les mouvements sociaux du 5. Alors je vous indique, Laurent, je suis d'accord avec vous, mais j'ai regardé cette notion-là et j'ai remarqué que déjà dans une grève générale qui est en 1979, on est encore avec Giscard, il y a des casseurs, on n'avait pas les Black Blocs, qui sont place de l'Opéra et qui cassent place de l'Opéra. Oui, mais c'était différent. Là, c'était des racailles de banlieue qui venaient piller. Non, le 79, Pas 79, on n'y est pas. On était avec des casseurs. Donc c'était des gauchistes. C'était des gauchistes. Ce sont les autonomes, la réappropriation prolétarienne. Les autonomes, exactement. Et ils crament les banques, ce qui est un concept qui n'était pas inintéressant. Et Fauchon aussi, etc. Mais de toute façon, tous les gouvernements successifs avaient plutôt intérêt à ce que les mouvements sociaux soient discrédités par la violence. Bien évidemment. Stéphanie, sur ce sujet, on ne vous a pas entendu, c'est le moment. Oui, alors le 5 décembre, que va-t-il se passer le 5 décembre ? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas prévoir. Les grands mouvements, ceux qui ont vraiment changé les choses, ne sont pas prévisibles. Néanmoins, je vous rejoins un petit peu dans l'idée que ce 5 décembre, c'est peut-être une ultime tentative du pouvoir d'endiguer la colère en la canalisant. Finalement, les grandes manifestations des dernières années ont surtout servi de soupape de sécurité, finalement. On relâche un peu de vapeur, et puis chacun rentre après avoir bien crié, bien époumoné.
Ouais, voilà. Alors ça sert à canaliser, un petit peu, comme je le dis souvent, moi en tant que paysanne, à canaliser le bétail. Le mieux d'ailleurs pour canaliser du bétail, je le répète, c'est de lui faire croire qu'il va là où il veut tout seul, alors qu'en fait vous le canalisez. Et c'est au moment où le bétail réalise que le couloir se rétrécit, que là, si vous mettez un peu trop de pression, il pourrait sortir du couloir, voyez. Et donc, on en est peut-être là. C'est-à-dire que le 5 décembre, c'est peut-être ce couloir de contention qui est en train de se rétrécir. Le gouvernement essaye encore de jouer « je vous canalise sans vous canaliser tout en vous canalisant », mais la recette ne prend plus, à mon avis. Et je pense que tout est possible. Je pense qu'il suffira de très peu pour que ça échappe à ces apprentis sorciers. Et je pense que la France souffre à un point inimaginable, que ces gens qui sont dégagés de toute réalité n'imaginent pas la souffrance qui est endurée en ce moment, et que cette souffrance va faire réagir le peuple, le vrai, et que on ne dirige pas un pays comme on dirige une multinationale, c'est-à-dire orienté uniquement vers l'argent. Ce n'est plus tolérable. Un pays, c'est une communauté de gens qui ont des projets, qui ont une solidarité historique, et l'argent aujourd'hui qui a tout envahi, et à travers ce que vous disiez très bien de ce président UMPS, qui finalement ne fait que représenter ce que aujourd'hui le peuple vomit, c'est-à-dire cette orientation purement mercantile de la politique. Voilà. Mais Nicolas Berkovitch, vous avez remarqué que le temps de grâce d'Emmanuel Macron dans cette émission a été quand même très petit. Vous avez tenté. Tout le monde s'est exprimé. Non, Nicolas, pardon, excusez-moi. Oui. Comme on enregistre le 20 novembre, allez-y Franco. J'aime bien qu'on ait deux Nicolas sur le plateau. Non, par principe, moi je suis plutôt toujours du côté des grévistes parce qu'on ne fait pas grève par plaisir. Ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que ce type a quand même un incroyable talent, parce qu'il arrive à fédérer contre lui tout le monde, tous les segments de la population, des communautés. Enfin, c'est quand même un carton plein entre, il y a déjà les manifestations dans la PMA, la GPA, c'est des gens avec lesquels il est fâché. Il y a les pompiers, il y a les militaires qui ne sont pas contents, il y a les policiers, le personnel hospitalier, les professeurs. On a l'impression quand même... Je vais me faire du macronisme, il n'est pas responsable de tout. Non. Il est là depuis 2 ans et demi. Mais il a aussi une belle tête de coupable. Il y a un moment où le peuple n'est pas toujours très juste. Mais, dans le temps, d'autres présidents aussi ont eu tout le monde contre eux. Et c'est pour ça, mais tous ces mouvements les manifestations d'autrefois, le syndicalisme d'autrefois, c'était pour demander une augmentation. Mais là, c'est la même chose. Ils demandent sur les retraites, ils demandent le maintien des régimes de retraite spéciaux. Oui, mais c'est la même chose. C'est leur grand thème. Hein. Oui, Marine Le Pen est aussi pour la retraite à 60 ans. Non, mais derrière tout ça, on sent qu'il y a une angoisse qui est existentielle. On a l'impression que les choses se délitent parce que, quoi qu'on puisse en penser, il y a eu quand même un legs d'après-guerre gaulo-communiste qui nous a fourni, dont on a hérité un État qui tenait debout, des trains qui arrivaient à l'heure. Il y avait certes des grèves, mais le courrier n'avait jamais de retard. On avait un complexe militaro-industriel, c'est le seul qui pouvait rivaliser avec les Américains, que ce soit aéronautique, armement, pétrole, automobile, chemin de fer. Tout ça a été bazardé, pas par la gauche, mais en 86-88 par le gouvernement Chirac. Et après, c'est Jospin qui a cultivé. Et aujourd'hui, on voit effectivement, il suffit d'entrer dans un commissariat, une gendarmerie, on se croirait dans un squat. Aller dans une salle, et plus l'immigration en plus, et il arrive même en plus à se fâcher avec les communautés musulmanes, tant qu'à faire. Donc, effectivement, ils ne seront pas dans la rue le 5 décembre. Hein. Et savoir si ça sera un succès ou pas, c'est plus simple de prédire le passé que l'avenir. Hein. Mais en tout cas, les conditions sont réunies. Non, parce qu'on repassera tout ce que vous avez dit le 5 décembre. Ça, je ne me mouille pas, c'est mon côté normand. Mais en tout cas, les conditions sont réunies pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Ce jour-là ou ensuite, parce qu'effectivement, il y a une colère sourde qui monte. On verra, ça sera intéressant de voir les résultats électoraux, parce qu'on va voir les municipales qui vont être très instructives. Après, il y a les régionales et la présidentielle, et dans pas longtemps. Et le pari de Macron, c'était dire, c'est bon, hop, je fais un second tour contre Marine Le Pen, et in the pocket, réélu dans un fauteuil. Sauf que maintenant, même des gens comme Gisbert, comme Olivier Duhamel, Jérôme Sainte-Marie, des politologues mainstream, mais qu'on voit qui portent, effectivement, le pari de Macron, c'est pas plié, quand même. Oui, oui. Donc le dernier tour sera dans les urnes, je pense. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je crois qu'on peut relier d'ailleurs cette grogne sociale française, gilets jaunes et syndicats, etc., à cette révolte des peuples au niveau mondial
contre la pression du mondialisme. Ça se voit au Chili. Oui, le Chili, par exemple. C'est un pays calme, prospère. Mais oui. Et cette pression du mondialisme sur les classes moyennes et populaires qui leur met toutes sortes de handicaps financiers, sociaux, etc., la paupérisation des services publics, l'accident du pont, là, il y a 2 jours, on dit oui, le camionneur, etc. Mais c'est aussi le fait que sur les 250 000 ponts, 200 000 ou 250 000 ponts, on ne sait même pas, français, il y en a 25 000 qui sont vétustes. Alors celui-là était considéré Alors comme... que la France est un pays d'ingénieurs, de ponts et chaussées. Et oui, et de polytechniciens, ingénieurs des ponts. Et alors, ce pont, on a dit, il n'était pas dans les ponts dangereux. Ben alors heureusement, parce qu'alors, dis donc... Et en fait, il y a une grande misère, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, etc., des infrastructures. C'est clair. En France, vous n'avez pas des autoroutes qui s'arrêtent d'un seul coup parce qu'il n'y a plus rien derrière. Ça, c'est aux États-Unis, où les ponts sont pas reconstruits, il faut refaire 100 km pour... Et le mondialisme effréné arrive maintenant à ses limites les plus extrêmes. Absolument. C'est-à-dire que il n'y a plus de politique d'investissement sérieuse pour la maintenance et le développement des infrastructures, des services publics, de la santé. Et il y a une grande révolte à l'échelle internationale des classes moyennes et populaires qui en ont assez. Puis une concentration des pouvoirs, incroyable. Concentration économique. Et effectivement, économique. Le fameux slogan, nous sommes 99% du mouvement Occupy Wall Street. Alors on peut railler les gauchistes radicaux américains, mais il n'empêche que ce qu'ils dénoncent n'est pas faux. Effectivement, les 99% de la richesse est captée par une ultra-minorité qui vit hors sol, mondialisée. Et c'est le sacrifice des classes moyennes. C'est pour ça que Trump. Je suis ravi parce que je vois quand même mais je vous laisserai conclure, un certain unanimisme à manifester le 5 décembre, alors que je m'attendais à ce que vous m'indiquiez que les jeunes militants de l'UNEF qui ont 18 ans, qui vont manifester contre les retraites, je pensais que Francis Bergeron allait s'en gausser, que Philippe Randa allait s'en moquer, que Laurent Arthur Duplessis allait être outré. Eh ben non, tout le monde est d'accord pour aller manifester le 5 décembre. Vous manifesterez, Philippe, d'ailleurs. Moi, j'ai jamais manifesté de ma vie. Moi, je n'ai jamais manifesté. Pourquoi je n'aime pas les manifestations anti-personnelles. Je ne reproche pas aux autres de le faire et je ne me moque pas de ceux qui vont manifester. Mais c'est pas parce que je suis un peu sceptique sur le fait que l'apocalypse est annoncé pour le 5 et qu'il se mais personne n'annonce pas grand-chose pour le 5. Tout le monde, et vous l'espérez tous. C'était juste le thème du débat, je te rappelle. C'est une question posée. Ça ne veut pas dire que pour un autre fait, le 6, le mois suivant, 6 mois après, pour on ne sait quoi, ça ne peut pas exploser. La manifestation des Gilets jaunes, il y a 1 an, personne pensait que ça allait lancer ce mouvement qui a quand même tenu pendant 1 an et qui a eu une énorme... Alors que mai 68, ça tient 3 semaines. Hein, et on personne ne pensait, personne. Heureux de vous l'entendre dire. Ah non, mais l'existence du mouvement des Gilets jaunes, je ne le nie pas. Qu'ils aient été complètement dans le mur, et ça, c'est autre chose. Mais ça a été un phénomène que personne n'avait prévu. Ils n'ont pas été aidés, justement, mais il ne vous a pas échappé qu'on n'est jamais très aidé par le système. C'était les libertés étaient aidées par le système, ça se saurait, et je ne serais pas en train de demander des dons aux téléspectateurs. Le système n'allait pas les aider quand même, il ne faut pas exagérer. Parce que des fois, on me dit, mais pourquoi... On ne peut pas reprocher à Macron de les avoir aidés, les Gilets jaunes. Mais je dis ça parce que souvent, on me dit, mais pourquoi vous faites des appels aux dons tout le temps ? Parce que je les appelle aux dons tout le temps, parce qu'on a besoin d'argent tout le temps. Voilà, et que si on avait l'argent du système, on ne ferait pas ça. Hein, Francis, on ne ferait pas ça. Voilà. Mais c'est un motif de fierté aussi que de demander le don. C'est aussi un motif de fierté, parce que ça nous donne notre indépendance et notre liberté. Et c'est pas rien dans ce pays, parce que les journalistes couchés, moi je ne suis pas. Voilà. Nicolas Mirkovic. Pardon. Moi, j'ai encore l'âge de m'énerver, vous voyez. Et vous avez raison. Alors, le 5 sainte décembre. colère de Martial. Oui, c'est ça. Je trouve assez sainte. Alors, tiens, puisque vous en êtes là, et avant de vous donner la parole, je vais faire vos dessins à travers. Je vais me venger. Oui, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'est notre ami Nicolas Gauthier ? Voilà. En grève contre la censure, en soutien à présent, je fume son canard. Voilà, allez hop. Francis Bergeron ne chômera pas le 5 décembre. Soutenez présent. Vous serez en train de vendre à la criée le journal qui évoquera bien évidemment tout sur cette journée de grève. Stéphanie, avec le poing levé, c'est rare, mais qui indique pour
la grève pour un retour du roi. Voilà, donc ça, là, c'est pas anachronique, mais profitons-en. Après tout, les pompiers, les gilets jaunes et les étudiants sont dans la rue ensemble, pourquoi pas quelqu'un qui écrit « Vive le roi ». Laurent Arthur Duplessis nous met en garde, bientôt la grève, videz vos comptes et planquez votre or. Voilà, ça c'est une référence directe à vos propos. Martial Bild en finira après, parce que, quitte à se moquer des autres, attendons son tour. Philippe Randa et Euroliberté en colère contre la dictature euro-mondialiste. Voilà, ça c'est sur le site Euroliberté. Enfin, Bistro Liberté et Martial Bild ne feront pas grève, on boira les paroles du peuple en grève. On boira cela notamment. Et puis, Nicolas Mirkovic prévient Macron, face à la grève de grâce, ne faites pas appel à l'OTAN. Voilà, Nicolas Mirkovic. Alors, ce 5 décembre, vous ferez quoi ? Le 5 décembre, je vous dis, je soutiendrai ce mouvement populaire. Je n'aime pas trop le terme de... Enfin, j'aime pas dire je vais soutenir la grève à cause des syndicats, de certains de ces syndicats qui les soutiennent, mais je sens... je vous dis, la France est malade. Elle est clairement malade et c'est pas une maladie économique. Il n'y a pas que l'argent. C'est un élément qui réveille les personnes parce que quand on a du mal à boucler les fins de mois, mais ça pousse les gens à s'énerver et à aller dans la rue parce que ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, avec ces soi-disant richesse, démocratie, que la France, l'OTAN veulent exporter dans le monde entier, eh bien, on ne puisse pas l'avoir en France. Donc on veut apporter des richesses en Syrie, on veut en apporter en Libye, et on n'est même pas capable, on voit avec des résultats catastrophiques, et en France, non. Donc du coup, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je comprends la sainte colère des Français qui est juste et légitime, et je les encourage, et j'encourage tous les moments dans le sens un sens historique qui vont permettre à la France, aux Français de retrouver de la dignité, de retrouver de la liberté, de retrouver de la souveraineté pour que la France, et on va reparler du lien historique entre la France et la Serbie, que la France soit de nouveau ce grand peuple fier, grand frère du peuple serbe qui a son indépendance et qui la défend en France et même dans le monde. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. Merci beaucoup. Alors, il me reste, et c'est important à dire plusieurs choses. Tout d'abord, rappeler Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher. On le trouvera d'ailleurs lors d'une journée qui est organisée par notre amie Anne Brassier en partenariat avec TV Liberté. C'est une manifestation qui s'appelle traditionnellement Lire sous les sapins, puisque cela se déroule à quelques jours de Noël, c'est-à-dire le dimanche 15 décembre. C'est une vente dédicace avec de très, très nombreux écrivains et deux parmi les très beaux écrivains qui seront présents. Il y aura bien évidemment deux écrivains importants. C'est Jean Raspail, bien évidemment, qui sera présent, et l'académicien Andrei Makine, et puis bien sûr beaucoup d'autres écrivains en partenariat avec TV Liberté. C'est à la maison Saint-François-Xavier, c'est rue de Poitiers, dans le 7e arrondissement de la capitale. C'est au métro Orsay ou Solferino. Lire sous les sapins, et ce sera une entrée absolument libre de 14h à 18h30. Vous avez votre dimanche 15 décembre de réserver si vous n'êtes pas venu nous voir le 7 décembre à Nancy avec Francis Bergeron et puis Saint-Nicolas, bien évidemment, qui sera un invité. J'ai oublié un dessin d'Ignace, je fais tout en même temps là. La police tentait de rejoindre le mouvement des contestataires chevelus. Ils m'ont conseillé de fumer un pétard. Voilà. Donc c'était le dernier dessin. Il fallait le montrer, hein. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Il me reste à vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, remercier les donateurs qui sont toujours présents ici autour de ce bistrot Liberté. C'est eux qui font TV Liberté et donc c'est eux qui sont mis à l'honneur. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. On se retrouvera encore plusieurs fois avant la fin de l'année pour ce bistrot Liberté qui se fait maintenant, vous le savez, avec notre partenaire qui prend de plus en plus d'importance, avec notre partenaire Terre de Parfum, qui est un parfum au service de notre pays puisqu'il est imaginé et fabriqué en France, dans le sud de la France. Il invite à la solidarité nationale. 100% des bénéfices sont en effet reversés à des associations, par exemple, qui aident les agriculteurs isolés, les militaires qui ont bien évidemment en OPEX été blessés, des artisans ruinés, des écoles rurales qu'il faut reconstruire et aider. Tout cela, c'est Parfum de France pour les hommes, pour les femmes, et c'est sur la boutique du site tvliberté.com. Merci aux techniciens d'avoir réalisé avec brio cette émission, et merci à vous, Nicolas Mirkovic, d'être venu dans cette émission. Vous allez rejoindre nos provinces très rapidement. Merci à nouveau. Merci à vous. Merci.